Alors, je vous présente Jacques Quignou, qui assiste à nos rencontres depuis mardi. Et Jacques a l'habitude de travailler avec le GNFA. Christophe nous a recommandé chaleureusement sa présence. Et on lui a demandé de jouer le rôle de Candide. Et donc, dans la matinée, la première intervention, c'est lui qui l'a fait pour nous dire son sentiment, ses impressions sur ce qu'il a pu suivre de nos rencontres, avec un point de vue qu'on peut imaginer un peu décalé, un peu provoquant. Et on est bien sûr d'accord pour l'interrompre, pour réagir et pour discuter avec lui. Ensuite, Mathilde et Jean-Marie nous raconteront leur point de vue, cette fois-ci de spécialistes, de ce qu'ils ont retenu de nos rencontres. Et après ces deux beaux efforts, on prendra le temps d'aller prendre un café. Ah Les nourritures sont bien intéressantes aussi, surtout en Bretagne. Et puis Thierry Curéal nous fera le plaisir de conclure cette matinée avant que nous concluions nos 13e rencontres. Voilà, Jacques Quignou. Merci. Je vais tout de suite sortir, puisqu'il s'agit de numérique, je vais tout de suite sortir un équipement d'une modernité extrême que vous voyez ici, qui a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être rebranché, qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, cher ami, d'une prise pour se recharger pendant le repas, et qui marche très bien et qui est fourni normalement avec des stylets spécialisés que voici et qui sont en vente dans n'importe quel bureau de tabac pour pas très cher. Donc ceci pour introduire cette séquence sur le numérique. Je pense d'ailleurs que je vais descendre de cette scène parce que il me semble que nous sommes suffisamment peu nombreux pour la jouer un petit peu intime. Comme j'ai été présenté à l'instant, je vais quand même compléter par un petit mot. J'étais jusqu'à une date récente maître de conférence associé Rennes 1 en information et communication. Je dis jusqu'à une date récente parce que je viens d'être atteint par la limite d'âge. Ça arrive à des gens très bien. C'est très injuste. C'est très injuste parce que, comme certains d'entre vous l'ont probablement remarqué, tous les jeunes qui sont dans cette salle s'appellent Jacques. Il y a un lot. N'y voyez aucune allusion particulière. Comme il a été également dit par Jacques dans la présentation, je suis censé assumer dans ces journées le rôle du Candide. Et la preuve immédiate que je suis Candide, c'est que cette mission, je l'ai acceptée. Et vraiment, il faut l'être, ça je vous le garantis. Au soir de la première demi-journée, je dînais à côté de la vice-présidente du FOD. Et dès la première demi-journée, je lui ai fait part de ma panique totale. Ce qui m'apparaissait dès le départ, c'est que j'avais affaire ici à une communauté de gens qui sont une communauté d'experts d'horizons extrêmement diversifiés, qui interviennent sur des sujets extrêmement pointus, sur des sujets dont je connais beaucoup, mais pas tous, et qui partaient dans toutes les directions. Et j'étais censé dégager là-dedans un fil rouge. Je me suis dit, fil rouge, je n'y arriverai pas. Ensuite de quoi, je me suis souvenu quand même de l'intitulé de cette intervention. Ça doit être à vous que je le dois, monsieur Fayet, hein, qui était une enquête. Et alors une enquête, je me suis dit, voilà. Je suis chargé en fait de faire une enquête. Une enquête, ça repose sur quoi? Ça repose sur des questions. Rassure-toi mon gars, t'es pas censé apporter des réponses, t'es censé poser des questions. Déjà, ça allait mieux. Deuxième temps, je me suis dit, il faut quand même trouver une grille de lecture globale pour tout ça, pour tout ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers jours. Et figurez-vous qu'une grille de lecture globale, à relire mes notes, j'ai fini par en trouver une. Il y a un mot qui n'a jamais été cité pendant ces 3 jours et qui pourtant m'a paru être un petit peu au centre discret de toutes vos préoccupations. Et ce mot-là, c'est le mot légitimité. Tous, autant que vous êtes,
m'a-t-il semblé, vous êtes en course permanente après une forme de légitimité. Légitimité des contenus. Certification de la qualification, voire qualification de la certification. Tout le monde, les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les managers d'organismes, tout le monde est en course après cette légitimité qui intervient d'autant plus violemment, je dirais, aujourd'hui, qu'il était évident aussi que vous vous trouvez, la plupart d'entre vous du moins, dans un contexte qui est lui extrêmement mouvant. Un contexte à la fois juridique, puisqu'on a eu toute une matinée qui montrait que l'appareil législatif qui est en cours de modification peut comporter pour le quotidien d'un certain nombre d'organismes des conséquences potentiellement bénéfiques ou pas. Donc il y a un suspense de ce côté-là. Et puis le fait aussi que cette légitimité juridique, cette course à la légitimité juridique, la reconnaissance juridique, a des répercussions immédiates sur un autre type de légitimité qui est la légitimité économique, et que ça remet en cause le modèle économique d'un certain nombre de vos structures. Voilà. Alors ceci étant dit, ce mot légitimité, je me suis dit, voilà, quand j'ai essayé de résumer ça, ça donnait ceci. Le concept de légitimité des process et des acteurs au cours de l'élaboration et de la mise en marché d'un projet de formation. Et je me suis dit, mais c'est le titre d'une thèse de doctorat, ça. On n'a pas trop le temps. En une demi-heure, je ne vais pas y arriver. Je le refais, hein? Je le refais. Le concept de légitimité des process et des acteurs au cours de l'élaboration et de la mise en marché d'un projet de formation. Donc, alors, voyez... hier, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas dit dans le dialogue avec Jean-Philippe Seppen, qui était une entrée qu'on s'était dit qu'on utiliserait, qui reprend tout à fait ça. La question, c'était, est-ce que c'est l'usage qui crée le droit, ou est-ce que c'est le droit qui crée l'usage? Et c'était une introduction possible de l'après-midi avec Sabrina et Jean-Philippe. Et ils ne l'ont pas repris. Donc vous l'avez retrouvé tout seul, bravo. Et en la matière, la question d'entrée, est-ce que c'est le droit qui crée l'usage ou est-ce que c'est l'usage qui crée le droit, ça ne pouvait pas, je pense, être résolu dans le cadre de la discussion d'hier après-midi, parce que justement, on était dans l'entre-deux où il y a un petit peu d'usage qui crée du droit, et entre nous, soit dit, et de façon un peu confidentielle, ça peut aussi s'appeler du lobbying, ça, et aussi du droit qui crée de l'usage. Si, des usagers, pourquoi pas le FOD d'ailleurs, hein, pourquoi pas le FOD, qui a une influence sur la façon dont les textes sont conçus et rédigés. Quelque part, ça s'appelle du lobbying, si on met... Voilà. Et d'autre part, le droit qui va créer de l'usage, parce qu'effectivement... mais là, vous me faites déraper sur une chose, c'est pas grave. Hein. Effectivement, là, si j'ai bien compris, du moins, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'on met entre les mains d'un certain nombre d'organismes à la fois les moyens de financement et les moyens de décider de ce que c'est que la qualité. Alors, quelqu'un qui a en même temps la main sur le financement et sur la qualité, ça s'appelle un acheteur, clairement. Clairement. Celui qui décide de la qualité et qui va décider de payer ou de ne pas payer en fonction de ses propres critères à lui, c'est vraiment un acheteur. Il y a effectivement, depuis un certain temps, ça remonte un petit peu ancien, avec la prise de pouvoir des achats dans les entreprises, les interlocuteurs des organismes de formation sont souvent les acheteurs dans les entreprises. Hein. Et l'OPCA devient un acheteur.
l'OPCA devient un acheteur, mais le FONGECIF va devenir un acheteur, la région va devenir un acheteur. Celui qui a dans les mains la décision en matière de qualité, c'est moi qui décide de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, et qui en même temps a la main sur le portefeuille. C'est une problématique qui n'a rien à voir typiquement avec des organismes de formation. C'est une réalité qu'on va retrouver aussi bien dans la grande distribution et les grandes surfaces. Oui. On est dans le même contexte. Oui, moi je voudrais dire par rapport à la question que Jacques a posée hier et reposait. Les frères Jacques, ouais. Le Jacques concerné lève la main à chaque fois. Puisqu'on fêtait les 20 ans du FOD, on peut dire que l'usage précède le droit, mais qui met 20 ans avant d'arriver à convaincre le droit. On a une mesure du temps. L'usage précède le droit, mais de très loin. Oui. Juste un témoignage sur ce que vous venez de dire. En effet, moi je rencontre dans mon activité où je propose du conseil en ingénierie pédagogique et la fourniture d'infrastructures pour faire des dispositifs numériques massifs et sociaux. À chaque fois que je rencontre des acheteurs, c'est la catastrophe. Mais à chaque fois que je rencontre des experts métiers, on arrive à se comprendre. Et dans 100% des cas, quand j'ai des acheteurs, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent aujourd'hui sur ces dispositifs numériques. Moi, je crois qu'on est d'entrée de jeu là, au cœur du sujet. On est au cœur du sujet parce que le cœur du sujet pour moi, puis on va avoir peut-être l'occasion d'y revenir dans le peu de temps qui nous reste, c'est en fait le cœur du sujet d'aujourd'hui échappe quelque part à la problématique telle qu'elle est énoncée, c'est-à-dire l'apprentissage numérique, mythe et réalité. Ça échappe à ça pour arriver dans un autre domaine qui est quelles conséquences le numérique va-t-il avoir sur les stratégies d'entreprise. Et ça interroge autant les politiques de management que les politiques de structuration du fonds. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, je voudrais revenir sur ce terme d'enquête là. Donc, je disais que la base de l'enquête, c'était de poser des questions. Donc, à vous écouter, à la fois dans les plénières et dans un certain nombre d'ateliers, les questions se sont vite multipliées. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai affaire à une communauté d'experts. Et donc, il y a eu vraiment des ateliers et des plénières où une question de fond se levait dans mon esprit toutes les 15 secondes. C'est là ce qui explique un petit peu la panique dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il a bien fallu que je tente de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, j'ai commencé à éliminer un certain nombre de questions. Et j'en suis arrivé à dire que finalement, mon enquête allait se réduire à deux questions qui sont fondamentales pour moi. Je vous ai dit que j'étais un faucom au début. La première question fondamentale, c'est, puisqu'il s'agit de chercher un coupable, qui est l'apprenant ? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça m'a beaucoup frappé. Et la deuxième question fondamentale, c'est, dans ce jeu-là, dans le jeu que nous menons tous là, enfin que vous menez tous, qui est l'arbitre ? Qui va être le décideur en dernier ressort ? Vous voyez que ce sont deux questions qui sont des questions, bien entendu, faussement simples. Je voudrais aborder la première, qui est l'apprenant ? Parce que les uns et les autres, vous déployez des moyens éventuellement importants, y compris des moyens financiers, des moyens de recherche, des mobilisations de neurones très importantes. Un MOOC, ça peut aller chercher... non, pas un MOOC, pourquoi je parle de MOOC ? Je pense à l'IFP. Un MOOC, un serious game intégré dans un MOOC, ça peut aller rapidement chercher dans les 100 000 euros. 100 000 euros, c'est pas tout à fait rien quand même. Donc vous avez, certains d'entre vous, les moyens de mobiliser des choses, des techniques, des moyens financiers, des expertises importantes. Et nulle part, je n'ai vu, presque nulle part, je n'ai vu cette expertise appelée en renfort pour étudier les comportements de ceux qui, au final, sont votre raison d'exister, c'est-à-dire les apprenants. Ça peut paraître bizarre, mais je vais vous citer un exemple pour me faire mieux comprendre.
Combien parmi vous seraient capables de me citer 4 des noms de famille de Games of Thrones? 4 noms de famille de Games of Thrones. Combien d'entre vous sont capables de m'en citer 4? Personne. Personne. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous pose cette question-là. C'est ce que regarde, pardon? Certains de vos participants regardent ça. Non, mais moi je fais allusion à Simplon. Ouais. Simplon. Ben oui. Ils ont appelé comment leur jeu? Ils l'ont appelé Games of Code. Et ces Games of Code c'est un jeu de famille qui repose sur les noms de famille de la série Games of Thrones. Baratheon, je les connais moi parce que je suis complètement fan. Baratheon, Lannister, etc., etc. Voilà. Et donc, à aucun moment ils se sont posé eux la question de savoir si cette dénomination-là était une dénomination cohérente du point de vue marketing. Ils ne se sont pas du tout posé la question. Dans leur déclaration d'intention, il est plus là, Tony, hein, non, il est parti hier soir. Dans leur déclaration, ils disent on est une entreprise d'économie sociale et solidaire. On s'intéresse aux décrocheurs. On s'intéresse aux seniors. On s'intéresse. Alors, j'ai cru noter. J'ai dû faire une erreur là parce que j'ai noté au passage qu'il s'intéresse même à une catégorie extrêmement défavorisée du point de vue de la culture numérique, puisqu'il a parlé à un moment des femmes. Ça vous a pas frappé ça? Oui. Et hier soir, à la Fabrique, on a entendu pour la première fois que dans la fréquentation de la Fabrique, il y avait plus de femmes que d'hommes. Ça a surpris pas mal de ceux qui étaient visiteurs. Et ils sont effectivement dans le développement numérique. Bref, ce que je voulais en dire, ce que je voulais en dire par là, c'est que vous comprenez tout à coup ce que je veux dire. Il y a là des gens qui, dans leur modèle de présentation, ont intégré des données, pour le coup, strictement culturelles, qui définissent, comme on le disait à l'instant, des groupes socioculturels assez clairs. Les gens qui regardent Games of Thrones, c'est peut-être des décrocheurs scolaires, mais c'est pas des décrocheurs scolaires au niveau du CAP. C'est pas les gens qui regardent les ch'tis à Miami, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je vous reproche quelque part, c'est de ne pas avoir investi dans la connaissance un petit peu intime de ceux qui font votre gagne-pain au final. Et qu'au final, qui a décidé pour Games of Code, c'est les gens comme Tony, de la première promo de Simplon, c'est-à-dire des jeunes, peut-être décrocheurs par rapport au système scolaire, mais d'un niveau socioculturel élevé, clairement, et qui a choisi de sélectionner sa propre famille comme client, à défaut d'avoir une analyse de segmentation vraiment construite et cohérente. J'ai choisi cet exemple-là parce qu'il m'a frappé, mais par ailleurs, nulle part, je n'ai entendu parler d'une étude un peu scientifique qui nous rapproche un peu de notre population finale, cible d'apprenants. Qu'est-ce que c'est qu'une étude scientifique, en l'occurrence? Une étude scientifique, ce mot de scientifique, là, est accolé un petit peu à prédicabilité. Quelque chose qui est scientifique, c'est quelque chose qui est reproductible, et quelque chose qui est reproductible, c'est quelque chose qu'on peut prédire. Donc, en matière de marketing, de situation d'un projet d'entreprise sur ce marché de la formation, je devrais, moi, avoir trouvé quelque part un modèle, une sociologie numérique ou une sociologie des comportements numériques qui serait en mesure de me définir une population, avec un ensemble de comportements prédictibles. Et là-dessus, après, je pourrais commencer à travailler pour fabriquer des modèles en fonction de cette cible. Vous voyez, c'est là que je dis, ce que je disais tout à l'heure, qu'on était en train de déraper
du fond du problème qui est, du sujet qui était l'apprentissage numérique à un autre problème qui n'est pas si connexe et étranger que ça, qui est le modèle économique et le projet d'entreprise. Oui ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'ai un autre exemple. Pardon. Alors, j'ai un autre exemple. Enfin, moi, ce que j'ai entendu dans ce que vient de dire Jacques Grand, c'est cette sociologie du numérique. Je ne suis pas sûr qu'on s'appuie sur une sociologie des usages numériques. Ça, moi, j'entends ça comme un trou dans les choses que l'on a oublié de faire ici. Tout à fait, c'est exactement ça que je voulais dire, merci. Mais je vais en donner un exemple un petit peu contraire. C'était dans le labo, César. Ça y est, je vais retrouver le nom. Donc, la tentative pour mettre en place, justement, la problématique de départ. Pour César, il y avait en même temps un consultant qui était là et c'était la Chambre des métiers des Côtes-d'Armor qui représentait le CFA, Centre de formation des apprentis. La problématique, elle était claire. Il y a à peu près un quart des contrats d'apprentissage qui sont rompus en cours de route. Donc c'est un gaspillage énorme de ressources et il serait mieux qu'on arrive à éviter ce gaspillage. Pour arriver à éviter ce gaspillage, la solution leur a paru être de mettre en place justement ce modèle d'analyse dans le réel des comportements, des motivations des futurs apprentis. Il y a un parallèle qui est indispensable, c'est de comprendre aussi le fonctionnement réel des maîtres d'apprentissage. Mais là, on échappe à la sociologie numérique pour entrer dans la sociologie tout court. Et voilà. Alors, Monsieur Barry, qui assistait à cet atelier, a fait remarquer un moment, mais est-ce que vous n'êtes pas en train, si je retraduis mal les propos, il y a le correcteur qui est là, est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer une usine à gaz pour finalement arriver à remplacer quelque chose qui fonctionne assez bien, qui est le face-à-face entre le formateur et le maître de stage, hein, et le stagiaire. Voilà. Est-ce que en modélisant un petit peu, en donnant des grilles d'analyse aux uns et aux autres pour gérer la façon dont ils vont se rencontrer, est-ce que ça ne suffirait pas ? Évidemment, c'est l'idéal, à condition que toutes les personnes en présence soient, chacune pour ce qui la concerne, talentueuses. Mais ça se heurte à un petit problème. C'est que des CFA, si ma mémoire est bonne, et quelqu'un pourra peut-être me contredire, me préciser ça, il y en a quelque chose comme 1500 en France. 1500 et qui passent des dizaines et des centaines d'entretiens d'évaluation tous les mois. Donc, le problème, c'est encore une fois de passer de ce face-à-face dont on parlait tout à l'heure à une évaluation, un modèle numérique qui soit un modèle tel qu'il puisse prédire des comportements et réduire la fracture, la rupture des contrats tels qu'on en parlait à l'instant. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que le souci d'essayer de mesurer, d'évaluer mieux à mon avis que mesurer l'appétence des futurs apprentis est évidemment louable. Mais le fait pour ça de ressortir la mythologie des tests psychométriques, c'est ça qui m'a heurté. Enfin, j'ai cru me retrouver dans les années 50.
c'est plus du tout ce genre de procédés dans lesquels on croit aujourd'hui. On connaît les limites, c'est plus que des limites, de ce genre de tests appliqués plus ou moins sauvagement et qui n'ont que le mérite d'évaluation globale facile à analyser. Voilà. Alors, et on va être très rapidement d'accord là-dessus. Et on est donc dans ce débat entre la qualité d'une évaluation et sa massification. Et c'est un débat qu'on va avoir à résoudre à tout moment, et il va falloir trouver des solutions. Mais à ce moment-là, ce que je veux dire, et on y revient à ce que je dis depuis le début, la question à se poser, c'est de savoir s'il ne faut pas investir dans un programme de recherche de renouvellement des tests psychométriques revus au goût du XXIe siècle, pour justement arriver à fabriquer ces modèles prédictifs qui permettraient des contrats plus effectifs. Dans cet atelier César, il y a une autre chose qui m'a frappé. Puisqu'il y avait donc la Chambre des métiers des Côtes-d'Armor qui était intervenante, je crois, et il y avait dans la salle un autre représentant d'un CFA. Voilà, pardon ? Sport. Oui, vous avez reconnu. Et donc, qui disait, lui, monsieur, disait, mais vous me parlez de quoi vous me parlez de 25, de 30% de taux de rupture des contrats, alors que moi, si je dis 1%, je me trompe beaucoup ? Allez, bon. On va le faire généreux, on va dire 3. Bizarre. Et donc, ce que j'ai répondu à ce moment-là, enfin, je suis intervenu à ce moment-là, alors que ma doctrine, c'était de ne rien dire dans les ateliers. Mais là, je suis intervenu pour dire qu'il y avait une autre donnée qui rentrait là, en clandestin dans le jeu. C'était précisément ce jeu des systèmes de représentation. Et alors là, je reprends encore une casquette de marketeur. Les systèmes de représentation, c'est un élément déterminant des marchés. Vous voyez bien que quoi que soient les métiers auxquels ce CFA Sport prépare, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une représentation de ce domaine-là. Si je dis, moi, si je suis un jeune et que j'envisage d'entrer dans un CFA, quand je vois CFA Sport, j'ai Ronaldo, j'ai champion du monde de volley, ou nos gens de handball, ou nos sauteurs à la perche. Vous voyez, j'accompagne ce mot-là d'un certain nombre de représentations extrêmement favorables du métier. Dans le système de représentation rentre évidemment en ligne de compte également la représentation de l'école où je vais être, la représentation des maîtres. Et là-dedans, je vais intégrer l'image que j'ai de moi-même. Dans un CFA de sport, je peux investir sur tous ces points-là suffisamment de capital de représentation favorable pour aller jusqu'au bout de mon contrat, précisément parce que là on en revient à l'atelier César, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Les deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque, sont tout à fait satisfaites par ce système de représentation. Maintenant, vous réappliquez tout ça, tout ce que je viens de dire, à un CFA qui prépare au métier de boucher. Je connais bien, j'ai travaillé sur ce point en communication pour la Chambre des métiers des Côtes-d'Armor, qui m'avait demandé est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour revaloriser l'image des bouchers, parce qu'on n'y arrive pas. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que en même temps on est abreuvé en ce moment de j'allais dire une grosse bêtise. J'allais dire on est abreuvé d'images favorables de tout ce qui touche autour des industries de bouche.
Vous voyez, Top Chef, le meilleur pâtissier, etc. Tous les métiers de bouche sont extrêmement valorisés. Mais en même temps, dans ce même temps-là, tout ce qui tourne autour de la viande continue à être sauvagement dévalorisé. Hein, vous avez une image forte des métiers de viande pêchés à la télé ces derniers temps ou pas? Cancer. Mais sur le métier lui-même, sur le métier de la viande, il n'y a pas une anecdote qui vous a frappé. Tiens, je pensais que j'y étais particulièrement sensible. Bien entendu qu'il y a des représentations. J'ai envie de dire qu'elles sont du côté du mythe, mais moi, la relation que j'ai à la viande, c'est la relation que j'ai avec mon boucher. C'est-à-dire une expérience réelle qui peut parfois aller à l'encontre des mythes que je me suis fabriqués à partir d'un certain nombre de représentations. Parce que si on dit que les représentations sont structurantes de nos choix, structurantes de notre désir, qu'est-ce qui structure les représentations elles-mêmes? Qu'est-ce qui les génère? Il peut très bien y avoir un écart énorme entre les représentations que je me fais et la réalité de mon expérience. On ne peut pas séparer, je crois, le mythe de la réalité. Ça va ensemble. Tout à fait. Mais au moment où j'opère mon choix en tant que jeune qui envisage un choix en matière de carrière, et au moment où je vais opérer mon choix d'entrer dans un CFA, je n'ai que les représentations. À moins d'être fils de boucher. Mais autrement, je n'ai que des représentations, qu'un système de représentation. Parce que les débouchés, j'en connais pas. Parce que c'est pas moi qui fais les courses. Parce que le seul rapport que j'ai avec la viande, c'est d'en bouffer. Et que, en plus, ma mère, elle me prépare que des steaks hyper saignants et que moi, le sang, je déteste ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est dans ce système de représentation-là que je m'inscris. Et puis, ce que je voulais vous faire dire, mais ça n'a pas réagi du tout, il y a un des reportages sur les métiers de la viande qu'on a vu récemment à la télé, c'est l'abattoir d'Alès. Voilà. C'est parce que vous l'avez dit alors qu'il fallait le hurler. Donc, voyez un petit peu dans quel, pour le coup, ce reportage sur cette... Vous l'avez vu, ce reportage, non, sur l'abattoir d'Alès? C'est un abattoir qui est une tuerie épouvantable, en fait, dans des conditions atroces. Et voilà, ça a été filmé en caméra cachée et c'est passé à la télé, toute la France a vu ça. Et donc, du coup, ça va rentrer une donnée de plus dans les systèmes de représentation. Donc, vous voyez que ces systèmes de représentation, je relie ça à ce que je disais tout à l'heure sur la sociologie du numérique. Il y a aussi dans les formations numériques et les apprentissages numériques dont vous vous occupez, des systèmes de représentation qui peuvent être plus ou moins favorables. Et une chance, globalement, l'apprentissage numérique bénéficie plutôt d'un système de représentation globalement favorable. Je tourne le dos, mais je vous écoute. De quoi? De quoi? Alors c'est défavorable auprès de qui? Ah oui, mais non, mais là c'est vrai que si on commence à prendre le point de vue des professionnels, c'est vrai qu'on fausse le jeu, là. Hein? L'accompagnement, la médiation humaine en premier, loin devant les modalités, en particulier tout à distance. Et c'est une constante de l'enquête, et quel que soit l'âge. Tout à fait. L'âge n'a rien à faire avec ça. Tout à fait, tout à fait. Non, mais vous n'avez pas d'abattoir d'Alès dans vos représentations défavorables en tant qu'apprentissage numérique. C'est une cheat, en fait. On fait ça parce qu'on veut pas entre guillemets une vraie formation. D'accord. Avec un vrai face à face. D'accord. Alors là. La représentation qui est exprimée, c'est low cost. Quelqu'un en parlait hier. Là, j'apprends quelque chose. Donc, formation à distance avec une connotation systématique en tant que formation, enfin, pas systématique, mais fréquente en tant que formation low cost.
Là, pour le coup, on a un problème de communication qui se pose. Oui. On a un problème de communication et d'action sur les systèmes de représentation, pour le coup. Voilà. On en revient toujours à ce que je disais. En fait, tout ce qui est apprentissage numérique, il y a plein de choses qui sont extrêmement bien rodées. Et ce qui n'est pas peut-être complètement au point dans la réflexion, c'est un certain nombre d'études complémentaires qui gravitent autour du cœur du sujet. Il me reste 5 minutes. Bah oui, mais c'est pas. On s'est déjà entendu. Hein. On s'est déjà entendu avec mes successeurs, on est déjà d'accord, on va pas se foutre sur la gueule ni rien. Tout va bien, tout va bien. Non, parce que j'avais ma deuxième question dans mon enquête, moi, qui était qui est l'arbitre. La première question, c'était qui est l'apprenant. Donc, j'espère vous avoir ouvert un petit angle de réflexion sur le fait que globalement, vous connaissez peu ou mal les communautés d'apprenants auxquelles vous vous adressez. C'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième question. J'en aurais eu 1000 autres. Des questions, c'était aussi quel est l'objet d'apprentissage, par exemple. Quel est l'objet d'apprentissage? Ça a été ça. Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est un bloc de compétences? Est-ce que c'est un geste professionnel? Vous voyez, tous ces termes-là ont été évoqués. Et avec des conséquences extrêmement importantes sur le fonctionnement des communautés apprenantes. Puisque je disais que j'avais travaillé avec le GNFA, je vais vous prendre un exemple dans le domaine de la bagnole. Ma voiture ne tire pas. Voiture diesel ne tire pas. Je vais sur le net. Oui. Comme je le disais à Jean ce matin, en fait, je lui expliquais que c'est moi qui lui ai saboté sa bagnole pour qu'il n'arrive pas à l'heure hier, parce que je voulais suivre 2 ateliers en même temps. Donc je voulais que lui arrive en retard, donc j'ai demandé à un complice de saboter ce système de refroidissement. Ça a marché très très bien. Mais ça m'a fait perdre mon fil. Donc... oui, ma voiture ne tire pas. Je vais sur Internet et là je trouve un type qui me dit, je trouve un forum qui me dit si ta voiture ne tire pas, c'est la vanne EGR qui est encrassée. Et puis je continue à chercher, puis je trouve un petit tuto qui me dit tiens, je peux t'apprendre si tu veux à nettoyer ta vanne EGR. Et c'est pas trop mal fait, il y a des petites images, machin, la vanne EGR c'est là, tu démontes ce boulon-là, pof, je démonte la vanne EGR, hop, je nettoie ma vanne EGR, le petit tuto il m'explique comment la remonter, je remonte ma vanne EGR, je prends ma bagnole, ça marche impeccable. Voilà. Et j'apprécie beaucoup que personne ne m'ait interrompu dans l'assistance pour me demander au passage « Mais qu'est-ce que c'est donc une vanne EGR ?» Donc voilà. Et heureusement que j'ai pas entendu la question, parce que c'était la chute. C'était la chute de l'histoire. On peut faire ça sans savoir ce que c'est qu'une vanne EGR. Voilà comment fonctionne une communauté libre d'apprenants sur le net. Et vous voyez que derrière tout ça, c'est toute une compétence métier qui a disparu. Parce que j'ai été capable de faire une réparation complexe avec un petit tuto, sans savoir du tout ce que j'étais en train de faire. Et je pense que là, les formateurs que vous êtes doivent avoir normalement les poils du dos qui se hérissent, parce que c'est le contraire même d'une action de formation. Et pourtant, il y a des communautés d'apprentissage qui s'autogèrent en ce moment même comme ça. Alors, oui, parce qu'il faut que j'accélère un peu. Faut que j'accélère un peu. Donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est là que je voudrais revenir. Hein. Donc, qui est l'arbitre ? Ce qui apparaît nettement dans vos propos, c'est que de plus en plus clairement, la décision finale va revenir entre les mains de gens qui risquent de vous être extérieurs et qui vont être des acteurs
des acteurs de, comment dire ça, de la société entrepreneuriale plutôt que des acteurs du monde de la formation. Les enjeux sont en train de basculer d'un modèle qui est un modèle universitaire vers un modèle qui est un modèle beaucoup plus économique. J'ai assisté notamment au labo Open Classroom, oui, merci, pardon. Comment ? Rooms. Et le Rooms avec un S au bout, visiblement, c'est le S qui est en train de prendre de plus en plus d'importance parce qu'il devient de plus en plus gros. Ils ne sont plus, non, ils ne sont plus là non plus. Alors, on voit quoi là ? On voit des gens qui sont en train de réinventer un modèle économique. Des gens qui sont en train... Jacques Barry disait, attention, attention, c'était pas attention d'ailleurs, c'était l'expertise est en train de se relocaliser du côté de la ressource. C'est les experts se relocalisent dans le fait de fabriquer de la ressource, ce qui veut dire en transparence que le formateur risque de devenir un camelot de vente à la sauvette qui ira sur le marché en criant à qui voudra l'entendre, elle est belle, elle est fraîche, ma ressource. Fabriquée par quelqu'un d'autre. Non, vous voyez ce que je veux dire Oui. Oh. Elle est fraîche, ma ressource. Je fais juste une parenthèse sur elle est fraîche, ma ressource. Une autre chose qui m'a beaucoup frappé, j'essaye de le dire rapidement, c'est cette notion d'éphémérisation des contenus. Éphémérisation des contenus, parce que là aussi, on est dans un domaine où technologiquement tout va vite. Donc il faut se renouveler rapidement. Donc le monsieur Tony de Saint-Plon il dit bah oui, je vais pas écrire mon intervention alors qu'elle a été enregistrée, je la filme, je la balance, boum. Et donc je la balance avec toutes ses imperfections. Mais je peux la balancer avec toutes ses imperfections puisque c'était une intervention éphémère. De la même façon, dans le tuto EGR dont je parlais tout à l'heure, le forum automobile dont je parlais tout à l'heure, mais je vous dis pas le nombre de fautes de français, c'est à peine compréhensible. Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pourquoi me donnerais-je le mal de donner une forme aboutie à quelque chose, à quelque chose dont je sais dès le départ que c'est quelque chose de jetable, de périssable? C'est comme si j'essayais de peindre une reproduction de Matisse sur une serviette en papier. À quoi bon? Je vais la salir et je vais l'acheter. C'est pas la peine. Donc, cette éphémérisation et cet émiettement des contenus contribuent, me semble-t-il, aussi à une perte de valeur des éléments que vous êtes amenés à présenter, à concevoir, etc., etc. Je n'ai pas de solution là-dessus. Je réagissais juste en... Comment? Bon. Alors, et comme il va falloir que là, il va falloir vraiment que je conclue là, hein, on y arrive. Non. Moi, ce que je voudrais éviter surtout, c'est qu'on en arrive, que vous en arriviez à une situation où le décideur ultime de la qualité de votre travail va être quelqu'un qui se souciera de tout sauf de la qualité de votre travail. Je ne voudrais pas que, comme il en a été question, tout à coup, votre boulot soit jugé par Clout. Vous vous souvenez de l'intervention de Charline pour les gaziers Twitos, où finalement, alors avec une confusion, encore une parenthèse vite fait, hein, mon avis personnel, et là pour le coup, c'est un avis d'expert parce que c'est mon métier, c'est que tout ce qu'elle a raconté, c'est uniquement, alors ça relève uniquement de la communication. Hein, pour moi, clair et net. Pardon ? Oui, c'est clair et net. Quelqu'un qui avait dit de la salle, la fille qui représentait la région Midi-Pyrénées. Tout à fait. Comment ? Absolument pas. Absolument pas. J'ai discuté pendant 5 minutes après avec elle.
Et bon, c'est vrai que faut pas la pousser trop loin dans ses retranchements pour qu'elle se pose des vraies questions quand même. Mais à un moment, elle disait par exemple, ben non, je fais de la formation, je fais pas de la communication. La communication, c'est quand on envoie un message sur un support de masse. Je dis non, ça c'était du temps de Jurassic Park, ça. Hein, la communication aujourd'hui, elle est par essence interactive. Elle est par essence interactive. Et on est arrivé, justement, dans les domaines de la communication numérique, à des recherches qui donnent le tournis. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, d'un petit système qu'on appelle le real-time bidding? Ça vous dit quelque chose, ça? Elle a gagné. Ouais. Ouais. Donc, mais quand on dit en temps réel, c'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire qu'au moment, entre le moment où vous cliquez quelque part sur un site internet et le moment où il vous est proposé une publicité, il s'est passé quelques dixièmes de seconde, et pendant ce dixième de seconde, votre clic est allé vers une centrale d'achat. Cette centrale d'achat a mis votre clic aux enchères, bidding. Il y a un annonceur qui a posé une enchère sur votre clic. Il a gagné l'enchère, et donc c'est sa pub qui vous arrive sous le nez. Et tout ça, ça s'est passé en... le temps, c'est de l'ordre du dixième de seconde. Comment ? À la vitesse de la lumière. Effectivement, on ne peut pas mieux dire, c'est à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez que je donne cet exemple-là simplement pour expliquer que la communication d'aujourd'hui, c'est une interaction, et que donc ce qui a été présenté par Charline hier, pour moi, ça relève essentiellement de la communication. En plus, facilité par le fait que, pour le coup, du point de vue des représentations, encore une fois, elle s'occupe d'une communauté prédéterminée, puisque c'est la communauté des gaziers, que c'est une communauté qui a une culture métier très forte, très forte, et que donc elle peut effectivement générer, avec les systèmes qu'elle nous a exposés, des réflexes communautaires qui fonctionnent très vite et très bien, dans la mesure où les gaziers partagent une culture qui leur est propre et qui est très forte. Donc voilà, je vais terminer là-dessus en deux mots. Ce que je voulais vous dire là, par cette question posée à l'instant, qui était qui est l'arbitre, c'est que je ne voudrais pas, encore une fois, je le répète parce que ça me paraît très important, que l'arbitre de vos métiers ne devienne très bientôt le business plan plutôt que le plan de formation. Voilà. Oui. Ok. Ok. Et en même temps, l'intervention là, il faudrait qu'on en discute plus longtemps, parce que ça ne me paraît pas tout à fait au clair concernant les catégories dont on est en train de parler. C'était un langage d'émetteur de messages, c'était un langage de formateur, et moi ma question reposait sur l'investissement dans la connaissance, tout à fait en amont, avant même que naisse le projet de formation. L'étude de la population à laquelle ce projet de formation sera destiné me paraissait mais c'est juste une question de calendrier, on est d'accord. Bon, il faut que je
Je vais conclure là. Ouais, c'est bon. Il y a juste un point pour conclure ce qui me paraissait important. C'est un des derniers labos auxquels j'ai assisté, qui était celui du CERV et AFPA, je crois. Bref, curieusement, c'était un des labos qui a été le moins suivi. Et la question qui était posée, c'était: pouvons-nous inventer, la question qu'ils posaient, les chercheurs en informatique, l'université de Brest, c'était: pouvons-nous inventer un langage qui va être un langage, nous sommes un labo d'informatique universitaire, notre boulot c'est d'inventer un langage qui va permettre en toute transparence, en toute facilité, qui va permettre à des experts métiers, à des ingénieurs pédagogiques, à des experts métiers, et à des... quel est le troisième mais enfin, surtout ça, déjà. Mettons, ingénieur pédagogique, expert métier, de dialoguer entre eux de façon très simple. Et bah oui, le troisième, c'était l'ingénieur informatique, tout simplement, oui. Le développeur, pourrait-on dire. Et donc ce langage UML qui permet à l'expert métier et à l'ingénieur pédagogique d'intervenir très rapidement, très efficacement dans des univers 3D pour changer les scénarios sans être du tout en langage quasi ordinaire, ça me paraissait important. Pourquoi ? Parce que ça respecte la sophistication des métiers de tout le monde. Je n'ai pas besoin d'apprendre... Si je suis ingénieur pédago, je suis ingénieur pédago, point barre. Je n'aurais jamais besoin, comme le disait Marc hier, oui, d'accord, c'est moi qui fais mes slides. OK. Ouais, mais ces slides sont moins bons que s'ils étaient faits par un professionnel. Et voilà. Et évidemment, tous les nouveaux outils sont faits comme ça. Il y a toujours un moyen de faire mieux quand c'est fait par un spécialiste. Et gardons aux spécialistes leur métier de spécialiste. Et gardons vous, vos métiers de concepteurs de scénarios pédagogiques. Et juste le mot de conclusion. C'est le cinquième mot de conclusion, d'accord. Oui, mais là c'est le bon. Non, c'est un mot qui s'adresse notamment au président du FOD. Aujourd'hui, le risque qui tourne autour de tout ça, me semble-t-il, globalement, dans tous les domaines que j'évoquais, c'est un risque d'émiettement. C'est ce que j'aurais pu appeler ça du savoir en confetti. Si on laisse se faire une tendance qui pourrait se faire jour d'émiettement complet de tous les processus dont vous vous occupez, à un moment... on a parlé de briques, par exemple, et qu'un tas de briques, ça fait jamais une maison. Mais une brique, c'est plus facile à acheter qu'une maison. Donc, si vous vous laissez aller cet émiettement, vous allez aller vers un savoir en confetti. Alors que le véritable enjeu, s'il s'agit de petites pièces comme ça, qui font jolies entre elles, les confettis, on les utilise pour faire la fête, on les jette, et le stade d'après, c'est le coup de balai. Par contre, avec des petites pièces, on peut faire aussi autre chose qui s'appelle une mosaïque, avec des toutes petites pièces qui sont des petites pièces de couleur qui n'ont aucun sens, et puis qui, posées les unes à côté des autres, finissent par faire une image. Et votre responsabilité à vous, je crois, pour les 20 ans qui viennent, puisque c'est le 20e anniversaire aujourd'hui, pour les 20 ans qui viennent, c'est d'être les artisans les artisans et les artistes de cette mosaïque-là, de fédérer tout ça en projet, de faire des confettis, de faire une galaxie. Et dans une galaxie, il y a tout. Il y a des petites planètes, il y a des soleils, il y a des météorites, il y a des comètes, il y a tout ce qu'on voudra, des grosses, des petites. Et elles sont toutes réunis par la loi de la gravitation universelle. Et ce que je souhaite au FOD pour les 20 années qui viennent, c'est d'être la gravitation universelle qui va faire des organismes de formation une galaxie harmonieuse au lieu d'être un jeté de confettis. Et c'était le dernier mot.